Comment tu vas? Mmh. Bien, nous allons commencer donc. Est-ce que je laisse autant de lumière ou moins de lumière? Ça va comme ça? C'est parfait, Ça va Christian, comme ça. merci beaucoup. Bon. Alors, juste quelques mots parce que plusieurs personnes se sont un tout petit peu inquiétées de choses qui se sont passées dans l'association récemment. Je ne vais pas revenir là-dessus. Simplement, je voudrais remercier Madame Nicole Klein qui a accepté de prendre en charge le fonctionnement. Elle vient d'arriver d'ailleurs à l'instant, suivi de son fils, qui a accepté de prendre en charge le fonctionnement de l'association et je l'en remercie vraiment beaucoup. Elle sera accompagnée d'un nouveau trésorier qui s'appelle Francis Samuel, que je remercie aussi. Je ne sais pas s'il est là, je ne l'ai pas vu ce soir, mais en tout cas, je le remercie beaucoup. Maître Massis a décidé de rester au Conseil. Il était dans la conférence précédente et là aussi, je suis très sensible au fait de sa détermination à poursuivre le travail dans le conseil d'administration de l'association. Et je remercie Marie-Françoise Burgat, qui était là, notre présidente fondatrice, qui était là à la conférence précédente et qui, par un mail que j'ai trouvé personnellement très clair, très précis et a bien défini les enjeux de ce qui se passe. Nicole Klein donc, a accepté d'assurer le fonctionnement de l'association jusque vers le mois d'avril prochain, où vous pourrez élire un nouveau conseil d'administration. Nous aurons essayé de réfléchir ensemble à l'avance sur l'avenir de l'association. Et puis, voilà, aider de bonne volonté qui commencent à se manifester ici ou là, et je les en remercie. On trouvera forcément une équipe qui prendra en charge la vie de notre petite communauté à laquelle, personnellement, je tiens, mais je crois que certains d'entre vous tiennent aussi, en fait, la majorité de ceux qui sont là, probablement. Donc, voilà. Alors, bon, je ne sais pas comment vous avez ressenti la façon dont les gens s'expriment à propos de l'exposition. C'est l'éternel problème de Jacques Marandré. On ne peut pas, autant les locaux de l'hôtel de Caumont à Aix-en-Provence sont absolument éblouissants, autant là, il y a un tout petit problème d'exiguïté des salles. Et c'est vrai que s'il y a du monde, et c'est une bonne chose s'il y ait du monde, les gens ont assez vite le sentiment d'être pressés les uns contre les autres, un peu au détriment du regard sur les toiles. Et c'est vrai que les expositions apparaissent un tout petit peu réduites, mais bon, voilà. Bon, peu importe. Donc, je ne vais pas rentrer dans la démarche véritablement de l'exposition, je vais y être en fait, mais je vais essayer, peut-être, parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de la Renaissance italienne ensemble, je vais essayer de remettre un tout petit peu Botticelli dans l'histoire de. C'est pour ça que j'ai appelé ça Florence ou la Renaissance, Florence et la Renaissance de l'image. L'exposition donc s'est ouverte le 10 septembre et durera jusqu'au 24 janvier 2022. Il y a chez nos amis de Cannes un numéro spécial de connaissance des arts qui a finalement apparu de manière un peu inattendue très récemment. Il y a le numéro spécial du Figaro qui, lui, est là depuis un certain temps. Et puis, vous verrez que Cannes a mis à votre service, à votre disposition, 2 autres livres, un petit volume dans la collection découverte Gallimard hors série, et puis une approche plus romanesque chez Folio de, évidemment, Botticelli. Juste, c'est un petit détail anecdotique d'actualité. Le 28 janvier 2021, pour la première fois depuis très longtemps et probablement pour la dernière fois avant très longtemps, a été mis en vente chez Sotheby's à New York un portrait de Botticelli que vous voyez ici, portrait de jeune homme tenant un médaillon qu'on date de la période 1470-1480, et il a atteint la coquette somme. Il était estimé dans la valeur haute à 80 millions de dollars et il a atteint la somme de 92,2 millions de dollars. Ça
n'indique pas la valeur artistique d'eux, mais c'est quand même, voilà. Alors, il est né le 1er mars 1445 dans un quartier à Florence qu'on appelle le quartier d'Onisanti. Alors, si vous connaissez bien Florence, c'est de ce côté-ci de l'Arno, pas dans l'Oltrarno, et c'est un tout petit peu en remontant le cours de l'Arno après le Ponte Vecchio. Et alors, évidemment, s'il revenait aujourd'hui, il ne reconnaîtrait absolument pas son église paroissiale, puisque l'église paroissiale, comme énormément d'églises en Italie, a été baroquisée. C'est-à-dire qu'à la période baroque, on l'a complètement refaite. Et je pense que la seule chose qu'il reconnaîtrait peut-être, c'est le campanile derrière qui n'a pas dû beaucoup varier par rapport à ce qu'il était à l'époque de Botticelli. Ognissanti est intéressant, une remarque, parce que je sais que certains d'entre vous souhaitent aller en Italie. Alors, regardez quand même le livre. Moi, c'est un livre que j'aime beaucoup. Le livre de Dominique Fernandez qui s'appelle l'Italie buissonnière. Ceux d'entre vous qui ont beaucoup voyagé avec moi, vous verrez que nous avons fait beaucoup de l'Italie buissonnière. Mais c'est vrai qu'il est bon d'avoir le livre de Fernandez parce que ça évite de retomber éternellement sur les offices, sur etc., etc. L'Italie mérite d'être, voilà. Et alors, en particulier à Florence, vous pouvez parfaitement inventer un circuit qui vous permettra d'éviter les queues des offices et de Pitti. Et ce circuit pourrait, par exemple, être bâti sur ce que j'appelle les cenacoli. Les cenacoli, c'est quoi? Ce sont les représentations de la scène, qui était une représentation obligatoire sur le mur du fond du réfectoire des institutions monastiques. Vous savez que les institutions monastiques, vous aviez des tables de chaque côté en parallèle avec le mur, et au pied du mur du fond, sur une table, sur une estrade surélevée, vous aviez la table de la mère abbesse ou du père abbé avec éventuellement les places de ses invités à côté d'elle. Et au-dessus de la mère abbesse ou du père abbé, vous aviez obligatoirement une représentation de la scène dont la leçon devait être le comportement à table de la communauté monastique. Et on a énormément de cenacoli à Florence, et quand on prend la peine avec, par exemple, Damien Vrigny, de repérer les différentes cenacoli qui existent, on s'aperçoit qu'on peut faire tout le tour de Florence de façon extrêmement intéressante. Ghirlandaio en a réalisé plusieurs, mais il y en a un du Pérugin, il y en a un extrêmement violent d'Andrea del Castagno, il y en a un remarquable d'Andrea del Sarto, et on peut effectivement comme ça passer d'anciens couvents en anciens couvents, et ça permet de mieux peut-être ressentir Florence. Alors à Ognissanti, Ghirlandaio a non seulement réalisé le Cenacolo, mais il a réalisé évidemment ce très beau Saint Jérôme, une fresque qui représente Saint Jérôme dans son cabinet d'études. Alors ça, c'est bon, je n'ai pas trop détaillé parce que j'ai essayé de montrer pas mal de choses pour entraîner le regard. J'aime beaucoup la nature morte du haut, j'aime beaucoup la nature morte et le tapis d'Orient qui signifie finalement le lien avec un ailleurs. Voilà. Et alors, c'est assez émouvant parce que si vers 1480, Dovieto Ghirlandaio, l'auteur du Cenacolo que vous avez vu, a fait ce Saint Jérôme dans son cabinet d'études, là, vous avez de la part de l'enfant de la paroisse, puisque finalement, il était né là, Botticelli a été invité en 1480 à faire un Saint-Augustin dans son cabinet d'études, qui est, je trouve personnellement, une fresque remarquable, où là aussi la nature morte est très belle, depuis évidemment la sphère armillaire qui pose la question de l'image. La sphère armillaire, elle est là-haut, vous l'avez vu, qui pose la question de l'image que les gens se font du monde. Et l'image du monde était en train de complètement changer. C'est-à-dire que, voilà, on en reparlera peut-être tout à l'heure. Donc voilà, et puis la mitre épiscopale derrière, enfin voilà, tout ça. Saint-Augustin, dans son cabinet d'études, et il y a immédiatement une note qui est mise sur l'importance de l'affectivité, du sentiment. Vous sentez que la position de la main, la manière dont le regard se perd un peu dans les lointains, signifie quelque chose qui est lié justement à la prédominance du sentiment. Alors, Florence en 1445, qu'est-ce que c'est? On va vraiment réviser les choses. Je ne sais pas pourquoi j'avais envie de faire des révisions. Ma mémoire est en train de m'abandonner. Florence en 1445, c'est quoi? C'est largement tributaire, si vous voulez, de la vision que nous en a laissé Léon Battista Alberti. Vous savez, Léon Battista Alberti, c'est un personnage extrêmement important. Il appartient à une famille qui fait partie du clan des Médicis.
Et donc, au début du XVe siècle, ils ont été obligés de quitter Florence. Ils ont été envoyés en exil, les Médicis et tout leur clan, en quelque sorte. Les Alberti ont donc été obligés de partir. Et Léon Battista Alberti est né en dehors de Florence en 1404 et il a dû attendre l'âge de 30 ans, en 1434, pour revenir à Florence. La famille était exilée depuis 1388. C'est long, effectivement. Et quand il rentre à Florence, alors on a un texte assez merveilleux d'Alberti où il dit « Mais quelle est belle ma ville et quel est le lieu d'émergence de personnalités artistiques, créatrices absolument fabuleuses dans les trois domaines essentiels de la création artistique, la peinture, l'architecture et la sculpture. » Et dans la peinture, évidemment, c'est un personnage qui va mourir à 27 ans, probablement, hein, qui s'appelle Masaccio, et qui correspond à ce modèle de ces artistes qui, aimés des dieux, meurent jeunes, c'est-à-dire ayant fait bouger l'histoire de l'art, sont dispensés de l'obligation de se répéter et partent finalement sur, voilà, vous pouvez penser à Seurat avec le néo-impressionnisme et le pointillisme, et vous avez effectivement ici un autoportrait de Masaccio dans une de ses fresques sur laquelle nous n'insisterons pas maintenant. Alors, première visite obligatoire à Masaccio, c'est évidemment Santa Maria Novella, hein, qui est un lieu auquel il faut toujours aller à Florence, parce que vous avez la grande fresque de la Trinité. Et que cette grande fresque de la Trinité, elle propose évidemment deux choses. D'abord, l'abandon définitif du modèle gothique au profit du retour au modèle antique, l'architecture de la niche dans laquelle est déployée la vision de la Sainte Trinité, puisque vous avez ici le Père, la petite tache blanche que vous voyez là ici, c'est la colombe du Saint-Esprit, et le Christ, bien sûr. Vous avez ici la Vierge et Saint Jean, le donateur et la donatrice, et probablement le tombeau futur du donateur à cet endroit-là, qui attendra de la Trinité l'espérance de la résurrection. Vous avez vu que le plafond est un plafond à caisson qui évoque inévitablement le Panthéon de Rome, qui restait pour tous ces gens-là le monument le plus fabuleux de l'Antiquité. Et vous avez vraiment une sorte de leçon d'architecture antique ici qui est fondamentale. Alors, à la Trinité s'ajoute un autre endroit qui est plus important que la Trinité, finalement, probablement, c'est la chapelle commanditée par un mécène florentin qui s'appelait Brancacci à Santa Maria del Carmine, qui, elle, est une église, vous savez, oltre Arno, de l'autre côté de l'Arno. Et vers 1427, évidemment, Masaccio, très peu de temps avant sa mort, a réalisé une série de fresques absolument extraordinaires, dont la plus connue est probablement la fresque du tribut que vous voyez ici. Alors, cette fresque du tribut, elle est à la fois d'une modernité absolue, parce que j'ai déjà dit ici, probablement, et vous vous en souvenez, je ne fais que me répéter, que Giotto, les personnages de Giotto pourraient sortir de leurs fresques et se promener dans la réalité. En dehors d'un problème de vêtements, ça ne nous gênerait pas. Ils ont la volumétrie dont on a besoin pour se promener dans le réel. Mais nous ne pourrions pas rentrer dans l'espace de Giotto. L'espace de Giotto est un espace qui est marqué par les décors de mystère à la porte des cathédrales ou des églises. C'est du carton-pâte. Et ça ne respecte absolument pas, évidemment, la réalité de l'espace dans lequel nous fonctionnons. Alors que si vous regardez le Masaccio, vous avez l'impression, comme dans les trois, évidemment, représentations de cité idéale faites à Urbino, probablement par Fra Carnevale, un disciple de Piero della Francesca, vous avez vraiment l'impression que vous pourriez enjamber le cadre et puis partir vous promener dans la scène que vous voyez là. Alors, en même temps, à côté de cette modernité spatiale et perspectiviste qui est fabuleuse, il y a un problème d'archaïsme. Et ce sont des œuvres extrêmement émouvantes, parce que ce sont des œuvres qui à la fois se souviennent d'un passé et ne peuvent pas y échapper, et des œuvres qui sont déjà ouvertes sur l'avenir. Et le souvenir du passé, c'est la nécessité de raconter une histoire dans cette espèce de Biblia Pauperum qui est encore l'image à l'époque, Bible des pauvres. Les pauvres ne savent pas lire, donc il faut qu'ils puissent, en regardant l'image, se souvenir de l'histoire du salut. Et là, vous le savez, quelqu'un se présente devant le Christ et lui dit « Mais dis donc, est-ce que tes disciples paient l'impôt ou non ?» Et alors, à ce moment-là, le Christ se retourne vers Saint-Pierre et lui dit « Tiens, va là, va à la rivière, va au Jourdain et prends le premier poisson qui te tombera sous la main. » Et vous voyez que Saint-Pierre est en train de prendre le poisson. Et dans la bouche du poisson, il y a un sesterce qui le rapporte à. Et le Christ dit « Mais de qui voit-on le visage sûr ?»
le visage de César. Alors, rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Et vous voyez ici que Saint-Pierre est en train de payer le tribut. Alors ça, c'est l'élément archaïque. L'élément archaïque, c'est la co-présence dans un seul espace perspectiviste de 3 épisodes temporellement successifs dans la représentation. Là, normalement, une toile moderne florentine, c'est un seul événement dans un seul lieu, dans un seul moment du temps. Et à partir du moment où on rajoute des choses, on est en train de revenir vers un archaïsme. Et du coup, à propos de Masaccio, c'est sous l'inspiration de Masaccio que Léon Battista Alberti va écrire un livre qui s'appelle De Pictura, qui veut dire tout simplement de la peinture. C'est probablement c'est une des premières fois, ce n'est pas la première fois, on en reparlera tout à l'heure, mais c'est une des premières fois où on recommence à écrire un traité sur un des arts majeurs, comme effectivement la peinture. Et vous voyez, 1435, écriture latine, 1436, traduction italienne, 1540, première publication imprimée. Le deuxième personnage, c'est évidemment un architecte, puisque l'architecture, vous savez, remportera le fameux débat du parangon. Toute la deuxième moitié du XVe siècle, la Florence sera agitée par des débats sur quel est le plus grand de tous les arts, la peinture, la sculpture, la peinture parce qu'on peut, voilà, etc., les couleurs, la sculpture parce qu'on peut tourner autour. Bon. Et puis finalement, on se décidera pour l'architecture, parce que l'architecture dit l'habitabilité du monde par l'homme. Et l'architecte en question, c'est Felipe Brunelleschi. Alors, c'est très important, c'est des obsessions, sont des obsessions personnelles, mais très important parce que Brunelleschi était vers 1417-18 à Padoue et il y a rencontré un jeune homme qui venait d'y arriver et qui avait à peu près 17 ou 18 ans et qui deviendra plus tard Nicolas de Culte, c'est-à-dire l'homme de confiance déjà d'un pape qui s'appelle Eugène IV, mais plus important encore, du très grand pape humaniste du milieu du XVe siècle, qui s'appelle Enea Silvio Piccolomini et qui régnera sur l'Église sous le nom de Pie II. Si vous connaissez bien votre Sienne, vous voyez très bien de quoi je veux parler. Quand vous rentrez dans le Duomo de Sienne sur la gauche, vous avez une Libreria Piccolomini, qui est la bibliothèque créée par le neveu du pape Pie II, et où Pinturicchio a représenté de façon absolument superbe les épisodes de la vie d'Enea Silvio Piccolomini. Si vous n'avez jamais vu ça, vous pouvez partir tout de suite, il vaut mieux que de rester ici pour y aller en courant. Voilà. Et l'autre personnage que Brunelleschi rencontrera à Padoue à ce moment-là, très important, c'est Toscanelli. Toscanelli, c'est un cartographe qui se dit, c'est quand même curieux qu'il n'y ait de la Terre qu'entre la côte est de l'Asie et la côte ouest de l'Europe. Ça veut dire que la moitié du monde n'est fait que d'eau. Et il connaît un chanoine à Lisbonne qui s'appelle le chanoine Martins, et il lui écrit, il lui dit, tu devrais dire à ton roi qu'au lieu de caboter à longueur de temps le long de la côte de l'Afrique occidentale, ce qui déjà était très nouveau à l'époque, il devrait tenter de partir plein ouest pour voir. Et là, parmi les gens qui habitaient qui vivaient à la cour de Portugal à l'époque, il y avait le gendre d'un Italien. Et ce gendre d'un Italien venait d'une ville qui s'appelait Gênes et il s'appelait Christophe de son prénom. Je pense que vous voyez de qui je veux parler. Toscanelli avait dit, parce qu'au fond, si on va par la mer jusqu'à Cipango, le Japon, ou à Katay, la Chine, on pourra peut-être rapporter plus vite par la mer des produits de Cipango et de Katay que par la route de la soie continentale. Alors là, c'est fou. Quand vous pensez que déjà vers les années 1470-80, on essayait de faire venir plus vite des produits de la Chine, comme disait ma grand-mère, plus ça change et plus c'est la même chose. Voilà. Et effectivement, le Christophe, lui, a dit au chanoine Martins, je vais demander au roi de me donner les moyens de partir plein ouest. Le roi a dit, ça ne sert à rien. Comme quoi, finalement, le succès, c'est extrêmement dangereux. Le succès génère ce que Freud appelle des compulsions de répétition. Et ces compulsions de répétition, elles sont finalement une sorte de parodie du succès et elles finissent par le tuer. Et du coup, le petit Christophe, il est parti chez les rois catholiques, qui, eux, n'ayant rien, se sont dit, on peut toujours tenter, on verra après. Et finalement, ça a marché. Puisque quand le petit Christophe est arrivé dans ce qu'il croyait être Cipango, le Japon, ou Katay, la Chine, il a trouvé autre chose. Parce qu'il ne pouvait pas y avoir de quatrième continent, puisque Noé n'avait que 3 fils. Donc, après l'opération chasse d'eau qu'on appelle le déluge, quand la Terre a réapparu, puisqu'il y avait 3 fils de Noé, il n'y avait besoin que de 3 continents. Ce qu'on appelle une vision dogmatique du monde. Bon, on va s'arrêter là. Mais sans Toscanelli, probablement Christophe Colomb ne serait pas parti, ou ne serait pas parti plein ouest pour voir si. Voilà.
Et tout ça, Brunelleschi, Nicolas de Cus, Toscanelli. Alors, comprenez, les gens vous disent aujourd'hui, ce qui est merveilleux aujourd'hui, messieurs, c'est les réseaux. Il y a toujours eu des réseaux. En fait, ça n'a jamais marché que par réseau. Hein, c'est clair. Alors, ils ont maintenant des instruments qui leur permettent de réseauter plus vite, mais peut-être moins bien d'ailleurs, ça c'est une autre histoire. Hein. Mais voilà, c'est le problème, parce que Brunelleschi, quand même, c'est l'homme qui a fait ça. Pour la première fois dans l'histoire de l'architecture, il a fait un plan et il a dit, si vous suivez le plan, quand vous mettrez la dernière brique et la dernière tuile, ça tiendra. Et ça a tenu. Ça tient encore aujourd'hui. Santa Maria del Fiore, Sainte Marie de la Fleur, la cathédrale de Florence. Hein. Jusque-là, on construisait. Hein. C'est-à-dire qu'on était dans l'empirique. On construisait. Ça tenait tant mieux, ça ne tenait pas, on reconstruisait jusqu'à ce que ça tienne. Mais là, voilà. Et du coup, évidemment, Léon Battista Alberti a écrit un livre qui s'appelle De Re Aedificatoria de l'architecture. Et il a pratiqué lui-même l'architecture, par exemple, à Florence, la façade de Santa Maria Novella, qui dissimule l'architecture gothique de l'église, ou alors, par exemple, à Mantoue, où, à l'initiative du marquis Ludovic Gonzague, il a effectivement fait les plans de cette extraordinaire basilique antique. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que c'était pour les gens qui étaient habitués à adorer et à aller prier dans des églises gothiques. Mais je suis sûr qu'il y avait inévitablement, effectivement, des gens qui disaient, mais on nous oblige à aller prier dans un temple païen, c'est mal. Faut réfléchir à ça, parce que ça fait partie de l'histoire. Hein. Saint-André-Mantoue ou le Tempio Malatestiano à Rimini, sur lequel je ne suis pas revenu cette fois, mais voilà. Et puis la troisième personne, c'est Donatello, bien sûr, hein, le sculpteur, dont vous voyez ici deux versions du David, hein, un en 1408, l'autre 22 ans après. Et plus Donatello. Donatello, il illustre parfaitement ce principe qu'un grand artiste part de la communication et s'éloigne de plus en plus de la nécessité de communiquer pour l'urgence d'exprimer. Hein, les deux pôles communication-expression, les très grands artistes commencent par communiquer et puis ensuite sont attirés irrésistiblement par l'urgence de l'expression. D'où cette sorte de sculpture expressionniste de la fin de la carrière de Donatello qui est bouleversante, comme sa Madeleine pénitente ici, qui est un chef-d'œuvre absolu. Et ça, là aussi, il faut bien connaître votre Florence, mais vous connaissez certainement aussi bien, sinon mieux que moi. Il faut aller au musée de l'Opéra del Duomo. Les grandes œuvres finales de Donatello sont là. Alors, il est entré en apprentissage, notre Botticelli. Voilà. Botticelli, je vous rappelle, ce n'est pas son nom. Hein, vous retrouverez son nom. Botticelli, ça veut dire le petit tonneau. Hein. Donc, étant enfant, il devait être un peu rondelet. Hein, et on l'a appelé. Alors après, évidemment, il a fait dans le, voilà, hein, dans le longiligne et dans le, peut-être par souvenir de ça. En tout cas, il rentre en apprentissage, probablement chez son frère aîné, qui était orfèvre. Le père avait été tanneur et était devenu orfèvre. Le fils aîné est devenu orfèvre. Et on a tenté d'emmener le petit Sandro, Alessandro, dans effectivement l'orfèvrerie. Et alors, l'orfèvrerie, c'est ça. Hein, ce sont des ateliers, bien sûr, d'orfèvrerie, hein, où on vous représente ici des imitations de la nature faites en métal précieux. Et l'orfèvrerie, ça permettait à la fois de décorer des lieux publics, soit religieux, soit civils, et puis ça permettait aussi d'embellir finalement l'espace quotidien de ceux qui avaient les moyens d'acheter ces choses-là. Vous avez repéré qu'au centre de l'atelier d'orfèvrerie décrit par le maître de Balam ici vers 1450-60, vous avez Saint-Éloi, le saint patron des orfèvres. Et pour vous donner une idée un tout petit peu, parce que je crois que personne n'a exactement avec certitude un objet qui aurait été fait par le frère et par le père de Botticelli. Mais vous avez ici des objets qui probablement sont assez proches de ce que faisaient le père et le frère de Botticelli. Le dessin de base sur la plaque d'argent, le dessin de base est un dessin de notre ami Léon Battista Alberti dont nous avons parlé tout à l'heure. Et il représente effectivement par le Christ qui est ici au centre, la guérison d'un possédé qui est à ses pieds, possédé du démon. Et puis, vous avez toute la décoration avec le somptueux filigrane en métal doré ou en or, avec dans les quatre coins, très probablement, les quatre docteurs de l'Église, je suppose, ou des choses comme ça. Et ça, ce sont des objets qui témoignent évidemment de la maîtrise artisanale de la ville de Florence. Et pour pouvoir un jour espérer faire un objet comme ça, il va falloir rentrer en apprentissage. L'apprentissage étant quelque chose que vos parents paient
à votre maître. Je vous rappelle que quand vous entrez en apprentissage, vos parents versent à la semaine ou au mois une somme d'argent au patron de l'atelier dans lequel vous travaillez, car le patron de l'atelier à la fois vous enseigne, vous nourrit et vous loge souvent. Il est très rare qu'un apprenti ne loge pas chez le maître. Alors, on n'évoquera pas ici le jour où Andrea Mantegna rompra son contrat d'apprentissage, ce qui donnera lieu à un procès qui est resté célèbre dans l'histoire de l'art, effectivement, de la Renaissance, puisque Andrea Mantegna a carrément dit « Je ne vois pas pourquoi mes parents continueraient à payer quelqu'un qui n'a plus rien à m'apprendre. J'ai appris tout ce qu'il y avait à apprendre chez lui, maintenant je m'en vais, il faut que je fasse autre chose. » Et Mantegna a gagné son procès. André Chastel a écrit un texte absolument éblouissant sur l'importance symbolique du procès en rupture de contrat d'apprentissage d'Andrea Mantegna. Et vous voyez, que ça soit au sud ou que ça soit relativement au nord, dans le monde, disons, germanique, en Suisse, vous avez ce peintre que j'aime beaucoup du début du XVIe siècle qui s'appelle Niklaus Manuel Deutsch, qui est très bien représenté au Musée des Beaux-Arts de Bâle, mais aussi à Berne. Et vous avez à nouveau ici la représentation de Saint-Éloi dans l'atelier des orfèvres. Car vous voyez bien que le grand plat doré qui est là n'est pas un plat, c'est une évocation par un orfèvre de ce que pourrait être une auréole en métal, bien sûr. Là. Alors, il semblerait, pour autant qu'on sache, parce qu'en fait, on ne sait pas grand-chose, pour ne pas dire rien, mais on suppose qu'à un moment, le jeune Sandro a dit à son père et à son frère « Je suis désolé, mais ça n'est pas de l'orfèvrerie que je veux faire. Je veux peindre. » Et alors, à ce moment-là, évidemment, on l'a envoyé. Il semblerait qu'il y ait eu des discussions avec le père et que le père ait fini par consentir à… On l'a envoyé dans une petite ville près de Florence, qui est une ville extrêmement importante dans l'histoire de l'art et qui s'appelle Prato. Prato est une ville d'industrie textile extrêmement forte qui est entièrement maintenant entre les mains de la communauté chinoise. Ça, c'est un petit détour contemporain, mais on va passer rapidement. Voilà. Et vous avez ici un autoportrait du maître, Filippo Lippi, ou Fra Filippo Lippi, le frère Filippo Lippi. Cet autoportrait apparaît dans un cycle de fresques des scènes de la vie de la Vierge dans la cathédrale de Spolète, où Fra Filippo Lippi est allé travailler après, évidemment, Prato. Alors, qu'est-ce qu'on appelle un atelier? C'est surtout pas la vision de l'artiste maudit post-romantique que vous, bien sûr, vous avez complètement dépassé, mais qui parfois, moi, me hante encore. C'est-à-dire un homme jeune ou un petit peu plus âgé qui est dans un espèce de galetas complètement lamentable au 6e étage sans ascenseur d'un appartement ou d'un immeuble, je ne sais où, qui est confronté à longueur de journée avec la toile blanche dont il ne sait pas trop quoi faire, qui a été abandonné par son ami, qui ne mange pas à sa faim et qui est en train de commencer à cracher ses poumons. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'artiste maudit post-romantique, tout seul face à la toile blanche. C'est absolument pas ça qu'un atelier d'artiste au moment de la Renaissance. Alors ici, c'est un atelier d'artiste soi-disant du Nord, enfin, soi-disant d'un peintre du Nord. C'est évidemment un atelier d'artiste du Nord, vous allez voir pourquoi dans un instant, mais ce serait l'atelier de Van Eyck, ce n'est probablement pas l'atelier de Van Eyck. Vous voyez que le maître est sur une estrade pour bien marquer la différence. Le maître, c'est celui qui invente la composition du tableau. C'est-à-dire qui invente une nouvelle manière de mettre en scène une scène qui a déjà été mise en scène je ne sais combien de fois par d'autres peintres. J'ai déjà raconté cette histoire, mais je la reprends très rapidement. Une jeune fille dans une maison miteuse, dans un village, dans un bled absolu qui s'appelle Nazareth, elle est en train de lire un vieux bouquin poussiéreux, surgit une créature Jean Batman qui lui dit « Tu seras la mère de Dieu », elle lui dit « Oui, pour qu'il foute le camp ». Ça s'appelle une annonciation. C'est le sujet le plus miteux qu'on puisse imaginer. Il y a plus de 3300 annonciations. Donc, il a fallu que par 3300 fois, des gens trouvent un moyen, à partir de ce texte extrêmement réduit, de composer quelque chose. La composition, c'est fondamental. Le maître est responsable de la composition. Le maître est responsable du fait que l'annonciation qui va sortir de l'atelier, la transfiguration qui va sortir de l'atelier, la résurrection qui va sortir de l'atelier, elle sera immédiatement reconnaissable comme, et en même temps, aucune autre annonciation, résurrection, transfiguration n'aura jamais fonctionné comme ça avant.
Ça, c'est fondamental. Et ça vous mérite l'estrade. Alors, vous avez quelqu'un qui est en train ici de travailler, un autre peintre dans l'atelier, qui probablement est en train de finir un tableau qui a été commencé par le maître, car souvent c'est le maître qui s'occupe du visage et des mains. Et vous avez là ce qu'on appelle un peintre de draperie, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui s'occupe de peindre les vêtements. Le maître ne s'occupe pas de ça. Le maître, par contre, est en train de mettre probablement à la touche finale à un tableau dont vous avez compris qu'il représente, c'est un sujet, là aussi représenté un nombre innombrable de fois dans la peinture renaissante italienne, Saint-Georges terrassant le dragon, avec la princesse de Trébizonde qui attend là derrière, effectivement, d'être emmenée par Saint-Georges pour le. Et puis, vous avez un aspect absolument essentiel, c'est la transmission. C'est ça, l'apprentissage. Il faut vous imaginer un jour que Filippo Lippi était là et que, probablement, un peu plus âgé apparemment, évidemment, Sandro Botticelli est arrivé et il a commencé à travailler en balayant l'atelier. Ça, c'est très important. Si vous êtes allé à Urbino dans votre vie et que vous avez visité la maison d'un monsieur qui s'appelait Giovanni Santi avait donné un prénom un peu étrange à son fils, il l'avait appelé Raffaello, Raphaël, qui a fait une petite carrière après l'histoire de la peinture, à partir d'Urbino. Et effectivement, quand vous allez à Urbino et que vous visitez la maison de Giovanni Santi, et il faut la visiter, quand vous entrerez dans l'atelier, la dame qui vous dira, elle est là depuis 20 ans, je ne pense pas qu'elle soit partie, j'espère, bon, voilà, et la dame vous ouvrira et elle vous dira, Raphaël a commencé sa carrière de peintre en balayant l'atelier de son père. Et ça, c'est ce qui est ici. Mais en même temps, ça vous dit une chose, c'est qu'on ne vérifie la maîtrise que dans la transmission. On ne possède bien que ce qu'on transmet. C'est-à-dire que la transmission est la vérification ultime et absolue de la maîtrise. Et alors, il y a un détail extrêmement intéressant, c'est ça. C'est-à-dire que vous avez là les gens qui ne peignent pas, mais sans qui la peinture serait impossible. Et leur place dans l'atelier est reconnue, extrêmement intéressant. Des manuels, puisqu'il y en a un qui est en train de broyer les pigments. Si c'est du bleu, c'est du lapis-lazuli, ça coûte une fortune. Et là, on voit bien qu'on est dans un atelier du Nord, parce que le liant qui est utilisé est de l'huile et pas de la température. Et donc, on est bien dans le Nord. Mais vous voyez bien que ces deux personnages qui ne peignent pas, ils ne composent pas et ils n'exécutent pas le tableau. Ces deux personnages sont néanmoins représentés parce que sans eux, l'atelier ne fonctionnerait pas. C'est grâce au père que, évidemment, Botticelli rencontrera le fils, Filippino Lippi. Alors, Filippino Lippi, vous le savez, est le fruit des amours problématiques entre Fra Lippo Lippi, le moine, et une des moniales de Prato. Je passerai rapidement sur le sujet. Voilà. Juste un détail, si par hasard vous aviez du temps de lecture, je n'ai pas rapporté ici parce que ça aurait été sans fin, le très grand poète britannique du 19e siècle qui s'appelle Robert Browning et qui a écrit une série de monologues dramatiques éblouissants dans lequel un personnage important dans l'histoire du monde ou d'un art à un moment, en une quantité assez importante de vers, pose un certain nombre de problèmes, par exemple sur la création artistique. Vous avez deux monologues dramatiques de Browning qui sont éblouissants et qui concernent la peinture. L'un s'appelle Fra Lippo Lippi et il est censé être Fra Lippo Lippi réfléchissant à haute voix sur son art, et l'autre s'appelle Andrea del Sarto. Vous avez la première génération, la première Renaissance florentine et la deuxième Renaissance florentine. Alors, Filippo Lippi, donc, si vous arrivez à remettre la main sur le poème et sur une édition un peu bilingue peut-être pour aider ceux d'entre vous qui sont moins habitués à lire l'anglais, mais c'est quand même tout à fait exceptionnel. Et Filippino était le fils donc de Filippo et de la Moniale. Il apparaît ici dans un autoportrait, vous le voyez, toujours évidemment sur la droite, hein, c'est ce que vous venez de voir en détail, d'une scène qui représente évidemment Simon le magicien mettant au défi Saint-Pierre et Saint-Paul devant le fonctionnaire romain. Filippino Lippi est un remarquable dessinateur, ça c'est clair. Il vous représente ici, bien sûr, un apôtre sur la droite et un jeune homme. Alors, c'est très intéressant parce que l'apôtre appartient à un monde ancien et le jeune homme vient demander à ce monde ancien quelque chose de l'histoire du sens. Hein. Si vous connaissez la Badia Fiorentina, qui est un endroit que André Suarez adore dans Le Voyage du Condottiere, vous savez qu'il y a de Filippino Lippi cet extraordinaire tableau qui montre l'apparition de la Vierge et des anges à Saint-Bernard de Clairvaux, reconnaissable à son habit blanc,
avec, en contrebas, bien sûr, le donateur. C'était pour la chapelle funéraire de son père. Et alors, il y a un détail qui est complètement fou et qui est essentiel pour Florence à l'époque, c'est que si vous regardez en gros plan la tête de Saint Bernard de Clairvaux, vous allez vous apercevoir qu'à côté du texte religieux apparaît sous la forme d'un cartouche une citation d'Épictète, philosophe païen antique. Sustine et abstine, c'est-à-dire l'essence du stoïcisme. Supporte et abstiens-toi. Et ça, c'est très, très, très étonnant parce que ça veut dire qu'à l'époque, il y a la volonté d'une réconciliation entre l'héritage philosophique païen et la révélation chrétienne. C'est-à-dire qu'au lieu de poser la révélation chrétienne comme un déni du paganisme, on est sans arrêt en train de travailler sur ce qu'on appelle les pierres d'attente, c'est-à-dire qu'est-ce qui, dans la sagesse païenne, en fait, préparait l'inévitabilité de la révélation chrétienne. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est très caractéristique de la Renaissance et de la Renaissance florentine en particulier, et ça indique un changement de monde. Là, vous avez un très beau dessin à nouveau de Filippino Lippi, qui est une scène que vous connaissez bien sûr par cœur, qui est la scène du Noli Me Tangere. Vous le savez, Marie-Madeleine cherche désespérément le corps de son maître. Elle le cherche d'ailleurs avec une lanterne parce qu'il doit être l'aube, elle ne sait pas trop ce qui se passe. Et puis elle tombe sur quelqu'un qui est habillé en jardinier et elle lui dit « Est-ce que c'est toi qui ?» Et alors vous le savez, c'est ce merveilleux moment où le texte évangélique nous dit que simplement il prononça son nom. Et à la manière dont il prononce son nom, elle le reconnaît. Et elle veut à ce moment-là enserrer ses pieds pour lui exprimer à la fois sa joie et son respect de l'avoir retrouvé. Et c'est là où il lui dit « Ne me touche pas, Noli Me Tangere, parce que je ne suis pas retourné vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » L'élégance de Filippino Lippi est exceptionnelle. Vous avez là effectivement son fameux tableau qui représente Tobie et l'ange. Et vous le savez, c'est le geste des deux mains de Tobie et l'ange avait été choisi par Roland Barthes comme illustration des fragments d'un discours amoureux. Et puis cette scène, ça c'est un des éléments remarquables du catalogue. Dans le catalogue, vous avez l'explication de comment au XIXe siècle, on a démembré ce qu'on appelle en italien des cassoni. Les cassoni, ce sont des coffres qui servaient à la fois de mobilier et en même temps de rangement pour les vêtements. Par exemple, dans la dot d'une jeune Florentine, il fallait qu'il y ait un certain nombre de cassoni, de coffres, remplis probablement de vêtements, etc. Et les cassoni devaient être peints sur toutes les faces par des ateliers d'artistes importants. Et dans le catalogue de l'exposition Botticelli à Jacques-Marandré, vous avez une très, très belle reconstitution d'un travail fait par Filippino Lippi et Sandro Botticelli autour de l'histoire d'Esther, d'Assuérus et de la reine Vashti, qui va effectivement se déployer sur tous les côtés du Cassone. Ici, c'est la reine Vashti. C'est un tableau qui appartient au musée Horn à Florence, encore une fois un musée auquel vous pouvez aller sans aucun problème. Il y a de très belles choses et vous ne serez gêné par personne, parce que personne n'y va jamais. Et la reine Vashti, l'épouse d'Assuérus, qui tout d'un coup comprend qu'elle n'a plus sa place à la cour parce que Assuérus, avec l'aide de Mardoché, est tombé amoureux effectivement d'Esther, elle quitte, elle s'en va. C'est un tableau extraordinairement mélancolique de quelqu'un qui tout d'un coup s'aperçoit qu'elle n'a plus de place dans un endroit, donc elle part. Voilà. Alors à Prato, évidemment, Sandro Botticelli a à la fois regardé et travaillé sur les grandes fresques du maître, Filippo Lippi. Deux murs absolument fondamentaux, l'un qui représente, vous le voyez ici, la vie de Saint-Étienne. Alors, à chaque fois, trois niveaux, un niveau supérieur, un niveau médian, un niveau inférieur. Et si on regarde ici le niveau médian, vous avez un certain nombre d'épisodes, toujours l'archaïsme, les mêmes épisodes dans des espaces juxtaposés. Vous avez d'un côté, effectivement, Saint-Étienne qui dit au revoir à sa mère. Vous avez Saint-Étienne qui est ordonné diacre. Vous avez Saint-Étienne qui fait son premier miracle. Et vous avez Saint-Étienne qui se lance dans un premier débat avec, évidemment, les personnes qui fréquentent une synagogue, ce qui lui vaudra
dans le long terme, d'être lapidé, bien sûr. Sur le mur d'en face, vous avez toujours dans une division tripartite de scènes, en particulier les scènes du bas rassemblant plusieurs éléments narratifs. Vous avez évidemment la vie de Saint Jean-Baptiste. Et cette vie de Saint Jean-Baptiste, elle commence avec Élisabeth, encore dolente après la naissance de son fils, pendant que Zacharie, qui avait eu la révélation dans le temple qu'il allait avoir un fils et qu'il n'avait pas voulu croire compte tenu de son âge et de l'âge de sa femme, et l'ange lui avait dit, eh bien, tu resteras muet jusqu'à la naissance de ton fils et tu ne recouvreras la parole que quand tu appelleras ton fils du prénom que je vais te donner, Yochanan, hein, bien sûr. Et là, vous avez évidemment Zacharie qui est en train d'écrire le nom un peu inattendu du fils pour pouvoir retrouver la parole. Détail rapide, évidemment, de la scène post-accouchement d'Élisabeth. En dessous, vous avez bien sûr le début de la vie publique de Saint Jean-Baptiste. Regardez Saint Jean-Baptiste qui est en train de dire au revoir à Élisabeth et Zacharie, qui s'en va au désert et qui commence sa prédication. Et au troisième niveau, vous avez la fin de la vie de Jean-Baptiste, c'est-à-dire, je vous le rappelle, le roi Hérode a épousé sa belle-sœur. Hein. Saint Jean-Baptiste lui dit qu'il est coupable d'un inceste, ce qui à la fois ennuie Hérode et agace profondément Hérodiade. Vous le savez, Hérodiade a une fille qui s'appelle Salomé, il n'y a pas besoin d'attendre Richard Strauss pour ça. Hein. Elle s'appelle Salomé et elle va danser devant son beau-père. Et son beau-père va commencer à éprouver pour elle une affection qui n'est pas simplement une affection de beau-père, probablement. Du coup, il va dire de manière un peu rapide, je te donnerai tout ce que tu me demanderas. Et quand Salomé, en bonne fille, va consulter sa maman sur s'il faut qu'elle demande au beau-père, la maman lui dit, tu n'as qu'à demander la tête de Jean-Baptiste. Et alors, évidemment, Hérode sera absolument, bon, voilà, bien, mais malheureusement, il a promis, et donc il devra donner. Et donc, vous avez d'un côté la fameuse danse dite des 7 voiles de Salomé, hein, qui est quand même un moment assez fabuleux de l'histoire de la peinture, sur, vous voyez, ce pavement qui n'est pas encore, qui ne montre pas encore une maîtrise complète de la perspective. Hein, le pavement remonte un peu. Et puis ensuite, vous avez évidemment Hérode s'est absenté parce qu'il ne veut pas être face à face avec la tête coupée de Jean-Baptiste. Et donc, vous avez Hérodiade qui reste seule et sa fille qui lui apporte sur un plateau, évidemment, la tête de Jean-Baptiste. La danse de Jean-Baptiste, la danse, pardon, de Salomé reste encore à l'heure actuelle probablement un des moments les plus extraordinaires de la peinture florentine du milieu du XVe siècle. La cathédrale de Prato, ça se visite très facilement et il n'y a presque jamais personne et c'est superbe. Alors, c'est à Prato qu'en rencontrant Filippo Lippi, Sandro Botticelli va comprendre l'importance du thème de la mère et de l'enfant. En particulier avec cette idée que peut-être le travail auquel Lippi puis Botticelli vont se livrer, c'est, je ne dirais pas une désacralisation, mais un déplacement de sacralisation. C'est-à-dire que la scène n'est plus tant sacrée parce qu'elle représente la Vierge Mère et l'enfant, mais parce qu'elle représente n'importe quelle mère et n'importe quel enfant. Et que dans la relation essentielle à la vie qu'est la relation de la mère et l'enfant, il y a une dimension d'un sacré laïque, d'un sacré humain qu'il importe de faire percevoir. Car vous aurez remarqué que l'auréole va devenir de moins en moins visible et que les attributs rapportables, évidemment, au biblique seront de moins en moins nombreux. Andrea del Verrocchio, vous savez, qui a été le maître de Léonard de Vinci, hein, dans ce baptême du Christ où les 2 anges ont été réalisés par Léonard de Vinci. On a revu ça lors de l'exposition Léonard au Louvre. Andrea del Verrocchio, ici, vous représente évidemment les anges qui soutiennent l'enfant Jésus pour le porter jusqu'à sa mère. Vous avez vu que derrière la Vierge, évidemment, vous avez un mur de marbre polychrome surmonté d'une décoration à l'antique qui manifeste ce qu'on appelle l'ortus conclusus, le jardin clos, c'est-à-dire la virginité de la Vierge et pré-partum et post-partum. Et vous avez ce visage assez extraordinaire de la Vierge. Andrea del Verrocchio, c'est quelqu'un qui a toujours fonctionné entre peinture et sculpture. Et on voit bien que ce visage de la Vierge est un visage qui n'est pas sans tentation vers, effectivement, la sculpture. Hein. Alors, du côté, évidemment, de Botticelli, on va beaucoup insister sur l'affectif. Ça, je crois que c'est vraiment une des caractéristiques de Botticelli. Et lui, donc,
va vraiment faire glisser la notion d'un sacré transcendant vers un sacré immanent. Ce qui est sacré, c'est la relation entre la mère et l'enfant, hein, indépendamment de toute référence à une transcendance qui serait le fait que l'enfant est le Fils de Dieu et la mère est celle qui a permis par son fiat de faire re-rentrer le sens dans le monde. Hein. Vous voyez que, évidemment, les gestes, même en dépit des auréoles, et le décor deviennent de plus en plus quotidiens. Il y aura quelques retours de l'angélique à certains moments, hein, et une hypertrophie du symbolique au moment où la Vierge choisit les épis de blé à partir desquels sera fait le pain qui sera transformé en corps du Christ, bien sûr. Hein. Et puis, ici, vous avez, alors là, moi, j'avoue que les tondis sont, un tondo, vous savez, c'est un tableau rond, hein, sont absolument éblouissants. Si vous regardez les visages des anges, l'individuation du visage des anges est absolument fabuleuse. Ça, on ne remerciera jamais assez Botticelli pour ça. Il y a un certain nombre de peintres qui avaient tendance un peu à standardiser les représentations de visage dans un même espace. Mais là, quand vous regardez attentivement le tondo, vous vous apercevez que chacun des anges, qui sont en fait des jeunes gens de la société florentine, ce qui peut-être pose quelques problèmes sur le rapport de Botticelli à ces jeunes gens. Mais on ne va pas rentrer là-dedans maintenant, on n'a pas le temps. Mais la capacité à faire émerger une singularité d'identité, existence, est absolument fabuleuse. C'est vraiment magnifique. On avance évidemment vers… alors, je ne sais pas, hein, le Botticello, le petit tonneau, je me demande si l'enfant Jésus ici n'est pas une version du petit tonneau. Hein, voilà. Alors que dans cette version qui est quand même assez étonnante, hein, vous voyez que la mère apprend à lire. Alors évidemment, elle apprend à lire probablement l'Ancien Testament où l'enfant, le fils, va avoir la révélation de la volonté du Père et de ce pourquoi il est venu dans le monde. Mais en même temps, c'est aussi l'idée que n'importe quelle mère est celle qui va donner à un enfant la clé des mots. Et à travers la clé des mots, la clé du monde, bien sûr. Hein, c'est vraiment… Et là, vous avez un autre tondo que je trouve magnifique, dans lequel vous avez à nouveau une série d'individualisation des présences des anges, alors qu'on pourrait faire des théories d'anges qui se ressembleraient tous, etc., que je trouve absolument fabuleuses. Je ne suis pas sûr qu'il n'y ait pas une évocation de Florence à l'arrière de ce tableau. Et que ce qu'on voit en noir ici, en travers, qui me semble bien être en travers d'un fleuve, serait peut-être le Ponte Vecchio. Et donc, cette idée que le transcendant ne nous intéresse que s'il se risque dans l'immanent qui est le nôtre. Hein. Si la transcendance ne prend pas le risque de l'immanence qui est la nôtre, alors elle ne nous intéresse pas. Et puis, vers la fin, on va voir apparaître quelque chose qui est de l'ordre, musicalement parlant, je pense qu'on pourrait parler d'un mode mineur ou d'une sourdine. Hein. Et c'est très évident que Botticelli, qui en début de carrière a des couleurs extrêmement brillantes, hein, va vers la fin de sa carrière, et là on reparlera tout à l'heure de l'influence de Savonarola, il va entrer dans une utilisation de la couleur dans lequel il y aura quelque chose d'assez poignant à cause, encore une fois, de cette sourdine visuelle ou de ce mode mineur de la couleur que je trouve très important. Alors, Florence est une ville de la théorie, et il faut rappeler l'importance d'un monsieur qui s'appelle Cennino Cennini, né vers 1360, mort vers 1440, né dans un village que vous avez tous traversé si vous êtes allé de Florence à Sienne, et qui s'appelle Colle de Valdelsa. Quand vous rentrez de Volterra en car, vous changez de car à Colle de Valdelsa pour revenir effectivement vers Florence ou pour repartir vers Sienne. Et Cennino Cennini, c'est la première personne. Hein, là, vous avez un détail d'un tableau de lui qui s'appelle La naissance de la Vierge, que vous voyez là dans sa totalité. Hein. Sainte Anne
est en train, là, à nouveau, d'être consolé et d'être ravivé après les souffrances de la parturition, et on est en train, en bas du tableau, de donner son premier bain à la Vierge. Et ce tableau de Cennino Cennini, fait entre 1390 et 1400, hein, eh bien, il renvoie, bien sûr, à ce Il libro dell'arte. Hein. On n'avait pas écrit sur la peinture comme art depuis Pline l'Ancien. Vous savez que Pline l'Ancien, dans son histoire naturelle, a une série d'anecdotes sur la peinture qui sont absolument fondamentales. L'origine de la peinture, c'est-à-dire la fille du potier de Corinthe qui s'appelait Dibutade, hein, à laquelle son compagnon vient rendre visite la veille du jour où il va partir pour la guerre. Et alors, vous savez, il s'endort, et il s'endort devant l'âtre. Et les flammes et la lumière qui viennent de l'âtre projettent le profil du visage du jeune homme sur le mur. Et du coup, la fille du Dibutade, le potier de Corinthe, va prendre un charbon dans le foyer de la cheminée et elle va tracer sur le mur le profil de l'homme aimé, du jeune homme aimé. Et la peinture apparaît là comme, évidemment, la victoire sur le danger et sur la mort. Hein. Alors, on vous dit dans le livre de l'art, publié en 1390, qui est apparu pour la première fois en circulation manuscrite en 1390, le fondement de l'art et de tous ces travaux où la main intervient, c'est le dessin et la couleur. Et là, vous le savez, les Florentins mettront toujours l'accent sur la suprématie du dessin, les Vénitiens mettront toujours l'accent sur la suprématie de la couleur. Le premier tableau qui sera fait sans dessin préalable, directement avec la matière picturale colorée sur la toile, c'est un Vénitien, c'est Giorgione, bien sûr. Hein, voilà. Et vous le savez, dans le débat entre ce qu'on appelle les rubénistes et les rubénistes sont du côté de la couleur vénitienne, les poussinistes sont du côté de la puissance abstraite du dessin florentin. Et chez Filippo Lippi, vous avez évidemment cette combinaison du dessin et de la couleur, avec toujours une insistance extrêmement exigeante sur l'impeccabilité du dessin. Et regardez ça, c'est magnifique. Hein. Ce dessin de visage d'apôtre par Sandro Botticelli qui montre à quel point la maîtrise de Filippo Lippi lui avait été transmise. On revient à Cennino Cennini qui, toujours dans le livre de l'art, dit « l'intellect est seul à se délecter dans le dessin ». Et l'accusation que les Florentins porteront toujours contre la couleur, c'est que c'est quelque chose qui s'adresse au sens, à la sensation, à la sensualité, la prédominance de la couleur, et pas à l'intelligence qui peut être seule satisfaite par le dessin. Détail, encore une fois, du tableau. Et cette combinaison de la couleur et du dessin, même quand elle apparaîtra dans ce que j'ai appelé tout à l'heure le mode mineur ou la sourdine, qui est caractéristique des tableaux de Botticelli à partir de la fin des années 80, à cause de l'épisode Savonarola sur lequel nous allons revenir. Hein. Cette exigence de qualité, évidemment, va permettre à Cennini de parler de l'art comme d'une virtus, c'est-à-dire comment le sujet qui crée est engagé dans la création d'un objet aussi parfait que possible. Et qu'il y a là matière à définition de quelque chose qui est de l'ordre du vertueux, c'est-à-dire quelque chose qui puisse révéler la plénitude d'une humanité. Alors, Florence est la ville des Médicis, hein, c'est très clair, vous voyez là, Sandro Botticelli vous montre quelqu'un qui fait partie de la bande des Médicis, voilà, puisqu'il tient à la main cette médaille qui a été frappée sur ordre du conseil municipal de la ville de Florence et qui reconnaît évidemment dans Côme l'Ancien, par un décret public, celui qui est le garant de la paix et de la liberté de la ville de Florence. L'intelligence de Côme l'Ancien, ça aura été de gouverner Florence sans jamais être vu comme le gouverneur de cette ville. Ça, c'est le pouvoir qui se cache et qui réussit à rester caché est probablement plus essentiel que le pouvoir qui s'étale de manière un peu hystérique. Et là, comme l'Ancien, c'est le modèle absolu. N'oubliez pas que ce genre de médaille était un hommage aux monnaies antiques sur lesquelles apparaissait le profil des empereurs. Et donc, apparaître sur une médaille de ce type
avec son profil, c'était retrouver l'intuition de la représentation impériale, quelque chose que Sigismond Malatesta à Rimini n'arrêtera pas de faire avec la complicité d'un remarquable médaillé qui s'appelait Matteo dei Pasti. Et on voit bien dans le fait que Pontormo fasse ce tableau entre 1518 et 1520, c'est-à-dire à peu près 54 à 56 ans après la mort de Côme l'Ancien, on voit bien à quel point la personnalité de Côme l'Ancien a été marquante pour la ville de Florence. Côme l'Ancien est celui qui a fait basculer, on va le voir dans un instant, Florence dans la modernité. Et quand vous avez cette adoration des rois mages qui respectent l'iconographie traditionnelle, le roi le plus proche du Christ né doit être le plus âgé, parce que c'est celui qui accédera le plus rapidement à la vision transcendante, et puis ensuite un deuxième roi d'âge moyen et un troisième roi d'âge jeune. Évidemment, le roi, enfin le roi qui joue, enfin, le personnage qui joue le rôle du roi le plus âgé, c'est évidemment Côme l'Ancien, que vous voyez ici représenté par Botticelli dans cette adoration des mages. Ensuite, vous avez les deux fils de Côme l'Ancien, celui dont Côme avait espéré qu'il lui succéderait, mais qui est mort trop tôt et qui s'appelle Jean de Médicis, que vous voyez en blanc à droite, et puis là, en rouge, Pierre le Goutteux, celui qui a vraiment succédé à son père et qui a donné à la ville de Florence deux fils. Le premier qui s'appelle Julien, que vous voyez ici, qui mourra à 25 ans dans des circonstances que nous allons expliquer tout à l'heure. Et puis l'autre, bien sûr, Laurent, dit le Magnifique, qui mourra l'année, évidemment, où Piero della Francesca mourra à Arezzo et où la vigie de Christophe Colomb criera terre, c'est-à-dire 1492. Et si vous vouliez savoir si Botticelli a un lien particulier avec les Médicis, évidemment, puisqu'il a obtenu de la famille Médicis commanditaire du tableau, de ce tableau généalogique, il a obtenu le droit de se représenter en autoportrait à droite du tableau. Et ça n'est possible qu'avec le consentement des commanditaires. Un peintre ne peut pas, à l'époque, un peintre qu'on considère souvent plutôt comme un artisan mécanique que comme un artiste libéral, un peintre ne peut pas s'imposer dans une représentation d'une famille commanditaire sans le consentement de la famille commanditaire. Julien a été extrêmement important, visiblement, pour Botticelli, qui le représente à nouveau ici, en portrait individuel. Et vous le savez, Julien avait une liaison avec cette femme qui s'appelait Simonetta Vespucci, qui était évidemment la parente très proche de celui qui donnera son nom à l'Amérique, Amerigo Vespucci. Hein. Et ici, Simonetta Vespucci, ce n'est pas le portrait qu'en a fait Ghirlandaio à Ognissanti, dont nous avons parlé tout à l'heure, mais c'est le somptueux portrait de Piero di Cosimo, qui est un des joyaux de la collection du duc d'Aumale à Chantilly, bien sûr. Alors, Julien, que nous venons de voir, bien sûr, est lié irrévocablement à la date du 26 avril 1478, le jour où la famille rivale des Médicis, les Pazzi, ont essayé d'assassiner à l'intérieur du dôme de Sainte-Marie-de-la-Fleur les deux héritiers du nom, c'est-à-dire Julien et Laurent. Et vous savez qu'ils ont réussi pour Julien. Julien a été assassiné par les Pazzi dans la cathédrale de Florence, Sainte-Marie-de-la-Fleur, le 26 avril 1748. Or, les Pazzi, c'est des gens qui avaient pignon sur rue, puisque vous voyez ici la chapelle, à gauche, le plan de la chapelle que Brunelleschi leur a construite à Santa Croce. Et donc, Brunelleschi est à la fois l'architecte de l'ancienne sacristie de Saint-Laurent, où est enterré le fondateur de la dynastie des Médicis, Giovanni di Bicci, et évidemment comme l'Ancien, et en même temps, il fait la chapelle familiale des Pazzi à Santa Croce avec cette extraordinaire coupole que vous voyez ici. Les Pazzi, alors, ce qui se passera et qui est fabuleux, on en reparlera dans un instant, il y a là un homme qui va tout comprendre. Et cet homme, c'est un philosophe qui s'appelle Ange Policien. Et Ange Policien va saisir littéralement Laurent par les épaules. Il va dire aux séides des Médicis qui étaient là, rassemblez-vous autour de lui, et on s'en va à la sacristie. Et ils vont rentrer dans la sacristie, ils vont fermer les portes de la sacristie derrière eux, et ils vont pousser les meubles de sacristie avec les ornements sacerdotaux, les vases sacrés, etc., contre les portes pour que les Pazzi ne puissent pas entrer. Et Laurent sera sauvé comme ça. Ange Policien est un personnage fondamental pour Laurent de Médicis. On n'aura pas l'occasion d'en reparler directement, mais c'est très important. Et regardez ça, c'est fou. Vous avez vu que la conjuration des Pazzi, c'est 1478.
le temps que les procès soient menés à son terme, c'est 1479, les Pazzi et leurs complices sont pendus en place publique, et Léonard de Vinci est là qui dessine, c'est fou, Léonard de Vinci est là qui dessine un des pendus de la conjuration des Pazzi. Alors, je vous rappelle que, et ça c'est très important, Florence est la ville du néoplatonisme et je vais essayer de vous expliquer pourquoi. Car le néoplatonisme, c'est non seulement une doctrine philosophique, mais c'est une doctrine esthétique et c'est la doctrine qui a fait fonctionner l'œuvre de Botticelli. Vous avez ici quoi? Vous avez ici, évidemment, le concile de Bâle-Ferrare-Florence. C'est-à-dire ce concile qui a commencé au début, pratiquement, 1431, pour décider si le plus important dans l'Église, c'était le pape ou le concile. Et puis, évidemment, vous avez eu ensuite, il s'est transposé à Ferrare. Et là, à Ferrare, il s'est préoccupé d'une chose essentielle. C'est que le 29 mai 1453, évidemment, le concile de Ferrare n'était pas au courant, les Ottomans ont envahi Constantinople. Mais dès 1437, on sentait que la menace ottomane était en train de monter. Et ce qui s'est passé à ce moment-là de façon fabuleuse, c'est que, évidemment, ils étaient à Ferrare. Côme de Médicis, Côme l'Ancien, cherchait désespérément un instrument de légitimation. Et il a dit au père conciliaire, Ferrare, c'est bien, mais l'été, avec les marécages et la proximité du rivage, c'est extrêmement dangereux pour votre santé. Venez faire le concile à Florence. C'est la première opération de sponsoring dans l'histoire de la modernité. C'est-à-dire que Côme l'Ancien a payé entièrement de ses deniers le transfert du concile de Ferrare à Florence. Les gens n'étaient pas obligés de porter un t-shirt à l'effigie des Médicis, mais presque. Et du coup, le concile de Florence est ouvert en 1439, réfléchissant sur comment on pourrait ressouder la chrétienté déchirée évidemment par le schisme, le grand schisme d'Orient de 1054, où les Byzantins avaient décidé de se séparer de Rome, et comment on pourrait reconstituer cette unité du monde chrétien face à la menace d'un autre monde, qui était bien sûr le monde musulman. Ça n'a pas réussi, puisqu'encore une fois, le 29 mai 1453, Constantinople a été pris par les Turcs. Néanmoins, et c'est très important, Côme l'Ancien a tenu à ce que le souvenir du concile de Florence perdure, et perdure dans la demeure familiale de Palais Médicis-Ricardi et dans la chapelle palatine de cette demeure, où vous avez ce sol magnifique d'opus sectile byzantin et où le grand tableau d'autel, maintenant à la Alte Pinakothek à Berlin, Gemäldegalerie à Berlin, est un tableau de Filippo Lippi, le maître de Botticelli. Et sur les murs qui se déploient sur trois côtés autour de cette adoration de l'enfant par la Vierge et par Saint Jean-Baptiste, on a déployé le cortège des mages, les trois rois mages, censés se rendre pour adorer le Christ à Bethléem. En fait, le cortège des rois mages représente la traversée de l'Apennin toscan par les pères conciliaires qui venaient de l'est de l'Apennin à Ferrare. Ils y sont venus à l'ouest de l'Apennin à Florence. Et ceci a été réalisé par le dernier grand disciple de Fra Angelico, qui s'appelle Benozzo Gozzoli, qui a déployé sur les murs à la fois les anges qui adorent l'enfant qui vient de naître et les paysans dans leurs champs qui voient passer le cortège des rois mages, que vous voyez ici, qui comporte inévitablement des chameaux. Je ne pense pas qu'il y avait des rois mages, je ne pense pas qu'il y avait des chameaux dans le cortège qui est allé de Ferrare à, mais néanmoins. Or, n'oubliez jamais, sur le chemin, il y avait quelques villas des Médicis et on les a représentées pour bien montrer que les Médicis, ce n'était pas simplement des ploucs banquiers qui habitaient à Florence. On a représenté des scènes de chasse, on a représenté des relations entre les animaux, un faucon qui détruit évidemment un lièvre, des petits oiseaux très paisibles et la suite des rois mages, accompagnés évidemment d'animaux exotiques. Perfection du dessin de, effectivement, la fresque. Alors, le rôle des rois mages, maintenant, et ça, c'est très important. En tête, Melchior, le roi mage supposé le plus ancien, dont le rôle va être joué par le patriarche Joseph. Car, pour essayer de faire un front commun contre la montée ottomane, on a invité le patriarche de Constantinople, Joseph, et l'empereur Jean VIII, paléologue, à quitter Constantinople et à venir discuter avec les Romains, d'abord à Ferrare et puis ensuite à Florence. Le patriarche Joseph ne rentrera jamais à Constantinople, il mourra à Florence.
Et vous voyez que parce qu'il est le patriarche et pas un guerrier, il ne peut pas être sur un cheval, il est obligé d'être sur un âne, l'âne qui a fait entrer le Christ dans, effectivement, Jérusalem le jour des rameaux. Patriarche Joseph dans le rôle de Melchior, dans le rôle de Balthazar, le deuxième des rois mages, l'empereur Jean VIII Paléologue, que vous voyez ici. Alors lui avec un cheval, parce que c'est un empereur, et il a évidemment sa couronne et son vêtement de brocart sur fond de villas et de villages appartenant aux Médicis. Et maintenant, la grande question, c'est qui est-ce qu'on prend pour jouer le rôle de Gaspard, le troisième des rois mages? Normalement, le rôle ne peut revenir qu'à Eugène IV, le pape, puisqu'il s'agit de rassembler Rome et Constantinople contre la menace ottomane. Et là, vous allez avoir la subversion absolue que, évidemment, le peintre ne va pouvoir faire qu'à la demande de son commanditaire, comme l'Ancien, c'est-à-dire que dans le rôle de Gaspard, vous allez avoir Laurent de Médicis. Et pour la première fois dans l'histoire du monde, le rôle d'un roi mage va être joué par un marchand banquier ou l'héritier d'une banque d'affaires. Et ça, c'est complètement fou. On est sorti du monde de Duby dominé par la femme, le prêtre et le chevalier, et le prêtre et le chevalier ne sont plus les maîtres du monde, c'est le marchand banquier qui est en train de le devenir. Et vous avez ici Laurent avec un buste du Verrocchio à droite, accompagné par. Et alors évidemment, tout ça est observé par d'abord et avant tout la famille. Au premier plan, vous avez grand-papa comme l'Ancien et papa Pierre le Goutteux, et derrière, vous avez les amis de la famille, c'est-à-dire Sigismond Malatesta, venu de Rimini pour l'occasion, et Galeazzo Maria Sforza, venu de Milan, que vous voyez ici, Sigismond Malatesta à gauche et le Sforza en face de vous. Et vous avez évidemment, ici, à côté du portrait du peintre déjà vu, le portrait de l'homme important. Cet homme important, c'est un philosophe, Gémiste Platon, venu de Grèce avec, évidemment, l'empereur Jean VIII Paléologue et le patriarche Joseph. Qui est-ce qui est allé les chercher à Constantinople? Devinez, une fois de plus, Nicolas de Cuse, bien sûr. Et là, maintenant, nous allons basculer sur Santa Maria Novella avec la façade de Léon Battista Alberti, parce que dans Santa Maria Novella, vous avez la chapelle absidiale qui a été réalisée par Domenico Ghirlandaio, dont nous avons vu tout à l'heure le cénacle de Donizetti. Et là, vous avez les deux donateurs, Monsieur Tornabuoni et Madame Tornabuoni, parce que effectivement, Giovanni Tornabuoni est le fondé de pouvoir de la Banque Médicis et il est l'oncle de Laurent, parce qu'il a effectivement épousé la sœur de Pierre le Goutteux. Vous voyez que tout ça ne sort pas de la famille. Et vous voyez, c'est ça. Quand on vous dit qu'on a inventé les réseaux aujourd'hui, n'importe quoi. Florence était une ville uniquement de réseaux et qui fonctionnait par les réseaux. Et donc, sur les murs de la chapelle Tornabuoni, commandité et payée par M. Tornabuoni, le fondé de pouvoir de la Banque Médicis et la tante de Laurent, vous avez un certain nombre de fresques qui racontent l'histoire de Jean-Baptiste. Et vous avez cette fresque que vous avez déjà, d'une certaine manière, entendue. Vous avez Zacharie qui est dans le temple, et tout d'un coup, l'ange lui apparaît pour lui dire, tu seras père. Et Zacharie dit, c'est pas possible, je suis trop vieux, ma femme est trop vieille, ça ne peut pas marcher. Alors tu resteras muet jusqu'à la naissance de l'enfant et jusqu'au jour où tu lui donneras le prénom de Yochanan. Mais c'est pas ça qui m'intéresse ici. Ce qui m'intéresse ici, c'est les 4 messieurs d'en bas. Et les 4 messieurs d'en bas, on va commencer par celui qui est derrière là et celui qui est derrière là. Ces 4 messieurs-là, c'est d'abord Marcille Ficin et Ange Policien. Ange Policien, c'est celui qui a sauvé Laurent de Médicis de la conjuration des Pazzi dans le dôme de Florence. Ils sont là tous les deux. Et là, vous retrouvez Ange Policien dans une autre fresque de Ghirlandaio où il est en train d'accompagner les enfants de Laurent parce que Laurent l'avait chargé de l'éducation de ses enfants après qu'il les sauvés. Et puis, vous avez 2 personnages moins importants qu'on appelle Cristoforo Landino et Démétrios Chalcondyles, mais qui sont aussi des présences importantes de la vie intellectuelle autour des Médicis. Et ces gens-là sont confrontés à un énorme problème. C'est que l'Église refuse de reconnaître la légitimité du prêt à intérêt. Quand vous êtes au service d'un banquier, ça ne va pas le faire. C'est clair.
Et là, il faut revenir à cette idée, bien sûr, que, alors Raphaël n'avait pas encore fait la stance de la signature, mais si on revient à l'école d'Athènes, vous voyez bien que, évidemment, Socrate à gauche est en train de lever le doigt vers le ciel, alors que Aristote est en train, à droite, de désigner la terre. Or, Florence et toute la chrétienté de la deuxième moitié du XVe siècle fonctionne sous l'autorité d'un paradigme aristotélo-thomiste. Je vous recommande ça dans les dîners en ville, ça calme un peu. Le paradigme aristotélo-thomiste, c'est quoi? C'est Aristote, pris en charge et réinterprété par saint Thomas, et qui dit le prêt à intérêt n'est pas légitime parce qu'il est une spéculation sur le temps, et le temps n'appartient qu'à Dieu. Donc, il n'est pas légitime de demander à des gens un intérêt, puisque c'est joué sur le temps, et le temps n'appartient qu'à Dieu. Deuxièmement, l'intérêt, c'est quoi? C'est l'argent qui se reproduit. Or, seul le vivant peut légitimement se reproduire. Et c'est là où, face à ce paradigme dominant aristotélo-thomiste, vous avez notre petit camarade gémiste Platon, qui va dire, mais c'est très simple, changer de paradigme. C'est-à-dire passer d'un paradigme aristotélo-thomiste à un paradigme néo-platonicien. Parce que, évidemment, Platon vous dit qu'il est normal que tout risque soit rémunéré. Il dit ça dans la République. Or, qu'est-ce que c'est de prêter de l'argent? C'est prendre un risque. Il est donc normal que le prêt d'argent soit rémunéré. Comment s'appelle la rémunération du prêt d'argent? C'est l'intérêt. Alors, comme l'Ancien avait essayé de bidouiller quelque chose avec Eugène IV, et le résultat de ce bidouillage, ça s'appelle le couvent de San Marco à Florence et les fresques de Fra Angelico. Comme l'Ancien avait fait construire à ses frais le couvent de San Marco et avait payé la décoration par Fra Angelico, en espérant qu'Eugène IV renverrait l'ascenseur et lui permettrait. Eugène IV a accepté San Marco et les fresques de San Angelico et il a dit, et pour le prêt à intérêt, il n'en est pas question. Je vous rappelle que seuls les Juifs étaient autorisés à prêter à intérêt, et ça, c'est l'horreur de la situation. Comme ils étaient de toute façon condamnés à l'enfer, puisqu'ils étaient le peuple déicide, ils pouvaient aller 2 fois en enfer pour une seule raison, si je puis dire. Et ça, c'est la rémunération de la prise de risque. Inutile de vous dire que Florence est devenue néo-platonicienne en une nuit. Ce qu'on cherchait depuis toujours, Gémisse Platon l'avait trouvé. Et alors, regardez bien Marcille Ficin dont je vous ai parlé. Marcille Ficin va se lancer dans la traduction complète du grec en latin de toutes les œuvres de Platon. Et il y a une villa médicéenne à proximité de Florence, aujourd'hui un hôpital psychiatrique, qui est devenu le lieu de rencontre de l'académie néo-platonicienne. Alors, le triangle platonicien, bien sûr, c'est l'idée du beau, du bon et du vrai, avec une prédominance pour le beau, qui apparaît ici, bien sûr, dans le jugement de Paris, dont la fonction est de définir quelle est la plus belle des déesses. Donc, du point de vue de Platon, quelle est la déesse la plus importante? Et ce sera Vénus, bien sûr, sur arrière-plan maritime, parce qu'il faut bien que l'Arnaud s'en aille jusqu'à la mer pour permettre les échanges. Et c'est pour ça que Pise devait être une ville au service de Florence, parce que Pise verrouille la sortie de l'Arnaud sur la mer. Et regardez, il est en train de lui donner la pomme d'or, qui avait été jetée par la déesse Discorde pendant le mariage de Thétis et Pélée. Et ce qui est marqué ici, c'est « il est normal qu'elle revienne à la plus belle ». Et donc, évidemment, Botticelli va se lancer dans un culte de la beauté, fondé effectivement sur la ligne, qui réapparaîtra de manière un peu incertaine dans certains portraits masculins, dans d'autres portraits féminins, qui conduira à la féminisation de certains portraits masculins, à la masculinisation de certains portraits féminins, mais le portrait deviendra le lieu de la mise en avant d'une beauté physique qui est le signe d'une beauté morale et effectivement d'une vérité qui n'existe que par la beauté. Alors ça, c'est très important. Le champ de l'épistémologie, c'est-à-dire de la vérité du savoir, et le champ de l'éthique, le bien et le mal, sont d'une certaine manière ordonnés à la révélation de la beauté. Et Botticelli ne va cesser de, y compris dans cette fresque magnifique que nous possédons au Louvre maintenant et qui était dans la villa Lémy près de Florence, où vous avez effectivement Vénus et les Trois Grâces qui sont en train d'offrir un cadeau à une jeune femme. Alors, ce triangle platonicien du beau, du bon et du vrai, est-ce que Botticelli a commencé à un moment à en douter? C'est-à-dire que vous voyez ici un Mars
qui s'est peut-être un peu trop abandonné au culte de la beauté avec Vénus, et dont le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il n'est plus très prêt pour les activités normales qui sont les siennes. D'ailleurs, on voit bien que les petits satyres ont récupéré tous les attributs de Mars. Hein. Il y en a un qui a son casque, il y en a un autre qui s'est habillé de sa cuirasse, vous voyez, et on ne peut pas dire que Mars soit très guerrier. Tout ça probablement à cause de la séduction d'une beauté dont Botticelli vous dit qu'elle est d'autant plus séduisante qu'elle se dissimule d'une certaine manière. Hein. Au fond, le corps nu de Vénus, alors je ne parlerai pas ici de la naissance de Vénus ni du printemps, bien sûr, parce que sinon, comme je ne parlerai pas non plus des fresques vaticanes, qui seraient encore demain. Hein. Mais vous sentez bien que Botticelli est en train de vous dire ce qui se cache est peut-être encore plus séduisant que ce qui se révèle. Et regardez comme on est loin de, évidemment, cette représentation, puisque au tribunal de commerce de Florence, qu'on appelait le Tribunale della Mercanzia, hein, on avait commandité les confréries de marchands de Florence, dont c'était le tribunal de commerce, hein, avaient commandité la représentation des 7 vertus. Et vous le savez, les 7 vertus, c'est les 3 vertus théologales, la foi, l'espérance et la charité, et les 4 vertus cardinales, la justice, la force, la prudence et la tempérance. Botticelli s'est occupé de la force, une des 4 vertus, effectivement, cardinales, dont le retour avec, puis à la place des vertus théologales, marque la fin du monde chrétien et le retour de l'Antique, puisque les vertus cardinales sont là aussi définies par Socrate et Platon dans la République. Et regardez l'autre artiste qui a collaboré à la création de ces 7 représentations des 7 vertus, 3 théologales, 4 cardinales, qui s'appelle Pietro Pollaiolo. Hein. Il représente à gauche, évidemment, la prudence, caractérisée par 2 attributs, le miroir et puis, bien sûr, le serpent. Le serpent, quand il entend quelque chose de nouveau, commence par se cacher prudemment plutôt que de se jeter à. Et le miroir n'est pas du tout le lieu d'une obsession narcissique, c'est le lieu d'une juste connaissance de soi-même, le gnotis éoton socratique. Quant à la foi, elle a les yeux levés vers le ciel et elle tient à la main, bien sûr, d'un côté la croix et de l'autre le calice, montrant que ce qui s'est passé peut se repasser tous les jours dans le sacrifice de la messe. Et là, vous avez évidemment la somptueuse beauté de la Vénus, hein, dont vous pouvez vous demander si le rapport entre beauté esthétique, bonté éthique et vérité épistémologique est aussi évident que ça. Regardez ici Pallas Athéna, qui essaie de montrer, bien sûr, au centaure qu'il ne suffit pas d'être beau ou d'être belle pour être probablement automatiquement moral. Et que si la fascination pour la beauté était un consentement à l'animalité qui réside en chacune et chacun d'entre nous, alors ce serait une définition de la beauté qui devrait être évitée. Somptuosité des visages, aussi bien du centaure que de Pallas Athéna, dont regardez, Botticelli avait fait un dessin préparatoire dans lequel il avait hésité sur 2 visages. Alors, on a là, ici, la petite promenade adorable et élégante de Judith revenant avec la tête d'Holoferne sur la servante qui l'accompagne. Hein. Il y a un tout petit côté promenade mondaine qui est assez étonnant et qui est très probablement caractéristique d'un néoplatonisme. On ne peut pas montrer l'horreur, même s'il y a la tête sûre, parce qu'il faut que ça reste dans l'élégance et dans la beauté pour que ça soit juste et pour que ça soit vrai. Cela dit, évidemment, les amis d'Holoferne trouveront simplement les draps de sang, les draps blancs maculés de sang, bien sûr. Et un tout petit peu plus tard, vers la fin de sa carrière, Botticelli reviendra à une version de Judith qui n'est absolument pas le côté élégance un peu mièvre que nous avons vu, mais quelque chose de beaucoup plus longiligne, linéaire et tragique. Les deux grands problèmes de la fin de la carrière de Botticelli qui vont l'obliger à sortir de ce néoplatonisme qui l'a beaucoup
utilisé et avec infiniment de talent. C'est le choc d'abord du réel. En 1475, Tommaso Portinari, qui est l'agent des Médicis à Bruges, fait réaliser à Gand par un peintre qui s'appelle Hugo van der Goes un triptyque qu'on appelle le triptyque Portinari et qu'il destine à Florence. Le tableau est terminé en 1475, il va mettre 8 ans pour arriver à Florence. Et quand il arrivera à Florence, ce sera le choc absolu. Voilà Tommaso Portinari, le choc absolu parce que le matériau utilisé n'est plus la tempéra, mais l'huile. Et deuxièmement, que l'idée de ce beau platonicien lié consubstantiellement au vrai et au bon, ce beau refuse d'une certaine manière le réel que le tableau de Hugo van der Goes va mettre en lumière, en particulier à travers les corps et les visages des paysans. Ils ne sont pas beaux suivant les critères platoniciens et pourtant ils sont. Et je pense effectivement qu'à un moment, Botticelli a été, je pense, déstabilisé d'un côté par l'arrivée du Hugo van der Goes que vous voyez ici, où vous avez bien sûr les bergers à l'arrière-plan qui reçoivent le message des mages. Et regardez ça qui est extraordinaire. Dans le panneau de gauche, vous avez Saint-Antoine. Et derrière la tête de Saint-Antoine, Hugo van der Goes a mis Joseph et Marie sur le chemin de Bethléem pour le recensement et qui ne savent pas encore que Bethléem sera le lieu de la naissance de l'enfant. Seulement 7 enfants, dont Joseph s'est toujours demandé d'où il vient, que Marie porte, vous voyez qu'elle est obligée de descendre de l'âne, probablement à cause des premières contractions. Et là, vous voyez qu'on n'est absolument pas dans un beau néoplatonicien, on est dans une peinture dont la mission est de donner une dignité de l'image aux choses les plus simples et les plus ordinaires de la vie. La fonction de la peinture, vous dit Hugo van der Goes, c'est de vous faire regarder les choses les plus simples et les plus ordinaires de la vie pour qu'enfin vous en compreniez l'importance et la dignité. C'est un moment assez étonnant et je pense que ce moment, à la fois dans la technique de l'huile et dans le choix des sujets et du traitement du sujet, a complètement bousculé effectivement Botticelli. Le deuxième choc, c'est Savonarole. Et alors évidemment, Jérôme Savonarole, qui est né en 1452 et qui mourra en 1498, brûlé vif sur la place de la Seigneurie à Florence. Savonarole, c'est l'homme qui a dénoncé tout le néoplatonisme en disant mais qu'est-ce que c'est que ça? On s'occupe du beau, on s'occupe du riche, on s'occupe du luxe, on s'occupe de sciences qui sont des sciences perverses parce qu'elles vous détournent de la vraie foi au profit d'eux. Il faut brûler tout ça. Savonarole, c'est un taliban, il faut le savoir. Accompagné par des gens qui vont vider les librairies, brûler les livres en public, etc. Daesh, c'est clair, absolument ça. Savonarole, ça n'est que ça, mais c'est tout ça. C'est-à-dire ce moment où une religion confrontée à l'inévitabilité d'un compromis avec ce qui n'est pas elle et par le réel va s'installer dans une radicalisation. Et c'est ce qu'a fait Savonarole. Et c'est ce dans quoi il a entraîné Florence. Et il a entraîné Botticelli là-dedans. Vous voyez bien qu'ici, la représentation sacrée est une représentation dans laquelle l'affectif et la sincérité des sentiments est plus importante finalement que la beauté esthétique qui ne conduit pas nécessairement à la bonté éthique ni à la vérité, encore une fois, épistémologique. Et c'est à ce moment-là, sous l'influence de Savonarole, que Botticelli va se lancer en dehors, évidemment, du printemps et de la naissance de Vénus, dont nous n'avons pas parlé, ni des fresques du Vatican. Il va se lancer dans deux de ses toiles qui sont pour moi les plus importantes, qui sont les deux lamentations sur le Christ mort. Et ces deux lamentations sur le Christ mort, la lamentation en format paysage qui est aujourd'hui à l'Alte Pinacothèque à Munich
et la lamentation en format portrait que nous verrons dans un instant, qui est dans ce charmant musée, mais très important à Milan, qui s'appelle le musée Paul di Pezzoli. Ce sont les lieux de l'impact absolu de Savonarola sur, évidemment, Botticelli. Vous avez ici, alors la lamentation sur le Christ mort est quelque chose qui est très, très essentiel dans l'histoire de l'art italien, en particulier au XVe siècle. Si vous êtes allé à Bologne, évidemment, vous avez forcément vu à Santa Maria della Vita l'extraordinaire lamentation sur le Christ mort de Jacopo dell'Arca, avec l'arrivée de cette Marie-Madeleine hurlante, qui est une des émotions les plus fortes qu'on puisse avoir dans l'art de la deuxième moitié du XVe siècle en Italie. Et puis, vous savez qu'il y a eu effectivement un certain nombre de sculpteurs qui ont rempli un certain nombre d'églises à Ferrare, à Modène, à Naples, de lamentations sur le Christ mort. Ici, Saint-Pierre, reconnaissable à ses clés d'argent et d'or, qui se demande ce qui est en train de se passer. Probablement Marie-Madeleine, en train d'étreindre les pieds du Christ. Et je dois dire que là, la beauté est empreinte d'une émotion, c'est-à-dire c'est une beauté presque concave qui se creuse à l'intérieur plutôt qu'elle ne s'exhibe de manière convexe à l'extérieur. Ça n'empêche pas de cette femme d'être étonnamment belle, mais la beauté vient aussi de ce qui est de l'ordre de la compassion, ou celle-ci, qui est peut-être aussi Marie-Madeleine, mais je ne sais pas. Et alors, regardez ce moment, évidemment, où s'accomplit la prophétie du Christ sur la croix. Femme, voici ton fils, fils, voici ta mère. Et la manière dont Jean s'occupe effectivement de cette femme que la mort du fils a fait basculer, comme toutes les mères, dans un lieu autre que le réel. Le réel n'est plus habitable pour une mère quand c'est le lieu où son enfant a été mis à mort. Et vous avez là l'autre version, la version format portrait, qui est à Paul di Pezzoli, où vous avez ce personnage un peu étonnant derrière, peut-être Joseph d'Arimathie ou Nicodème. Joseph d'Arimathie, c'est celui qui avait donné le tombeau pour le Christ. Nicodème, c'est celui qui était venu, un pharisien, qui était venu le voir de nuit au chapitre 2 de Saint Jean. Et regardez, il tient à la main les instruments de la Passion, la couronne d'épines et les clous. Et vous avez ensuite cet extraordinaire moment, ce groupe plus compact que dans la version paysage, mais qui est assez déchirant, avec ce détail étonnant. Encore une fois, Pline l'Ancien, dans son travail sur la peinture dans l'histoire naturelle, dit, au fond, si vous voulez évoquer l'émotion, le mieux, c'est de ne pas la montrer. Parce que si vous ne la montrez pas, ça obligera le spectateur à l'imaginer, et le spectateur l'imaginera probablement plus terrible que ce que vous auriez pu montrer visuellement. Le visage penché sur la tête du Christ, c'est magnifique, de cette femme. Et puis, celle qui rassemble les pieds dans cette sorte d'épiphanie rouge qui est tout à fait étonnante. Et il est mort le 17 mai 1510 à Florence. Je vous remercie.